Merci Richard. Daniel, tu t'es fait mal, j'espère que non. Tu restes parmi nous. Bon, alors. Est-ce que c'est parce que j'ai parlé des ambassadeurs que ça ne m'a pas... Ah oui, sans doute. Oui. En tous les cas, merci Richard. J'ai été tout à fait impressionné. Je n'ai pas vu, là où j'étais, la photo que tu as fait paraître, mais l'humanité a cessé d'exister à partir de la création d'Israël. C'est ce qui est... Comment? C'est exact, vous n'avez pas entendu parler de l'ange de Ressa qu'un jour il va tomber. Oui. Ça a pris 2000 ans. C'est vrai. Bon. On en parlera peut-être après, lors des questions et réponses. Mais je dois dire que il y a une autre phrase que tu as prononcée qui doit être sur laquelle qu'il convient de souligner. Il faut qu'Israël existe. Il faut qu'Israël existe. C'est ce que tu as dit. Et au fond, nous sommes là, ici, ce soir, pour démontrer que contrairement à la judéophobie qui est une passion, nous avons une passion de la vie et raison pour laquelle je donne la parole à Michel Gurfinkel. Michel Gurfinkel qui est journaliste, historien, écrivain, expert mondialement reconnu du Proche et du Moyen-Orient. J'ai de bonnes notes puisque tout ça, ça vient de Academ. Tu es président de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, spécialisé dans les questions stratégiques et géopolitiques, rédacteur en chef de Perspectives puis de Valeurs actuelles, et actuellement tu vis parmi nous en Israël depuis un bon bout de temps. Je pourrais continuer d'ailleurs dans ta biographie, mais je crois que je préfère t'écouter et je suis sûr que l'assistance préfère t'écouter plutôt que de m'écouter. Merci. Les Romains, qui sont des gens sérieux, puisqu'ils ont quand même conquis la moitié du monde, les Romains, pour connaître l'avenir, pour savoir si les dieux allaient être favorables à leurs entreprises, demandaient à des spécialistes, qu'on appelait les aruspices, de regarder ce qui se passait dans les entrailles d'un certain nombre d'animaux qui étaient sacrifiés à cette fin. Eh bien, je pense que de nos jours, on peut apprendre beaucoup de choses, aruspice moderne, on peut apprendre beaucoup de choses en fouillant dans les entrailles de notre civilisation, de notre culture. Et les entrailles de notre culture, c'est ce que l'on pourrait appeler, ce que l'on appelle souvent la culture populaire, par opposition à la culture académique, à la culture, des gens éduqués, mais qu'on pourrait également appeler la culture pulsionnelle. La culture pulsionnelle, c'est très étendu. Ça va en réalité du roman que nous aimons lire, qui nous plaît tellement que on oublie d'aller se coucher parce qu'il y a à nouveau quelque chose qui nous touche beaucoup dans ce qui va se passer. Ce sont des séries à la télévision, ce sont les bandes dessinées, ce sont bien entendu les réseaux sociaux qui sont une invention totalement diabolique qui permet à toutes les pulsions d'éclater et de proliférer. Lorsque on s'intéressait aux entrailles de notre civilisation, lorsqu'on s'intéressait à la culture populaire ou pulsionnelle, depuis pas mal de temps, on voyait grandir tout simplement un nouvel antisémitisme multiforme. Alors je sais bien qu'il a des vecteurs plus importants, il y a des vecteurs qui sont plus importants que d'autres, mais
l'un dans l'autre, on voyait un phénomène global de développement, de prolifération virale ou, si l'on préfère, nécrotique d'un nouvel antisémitisme. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est un immense passage à l'acte du fantasme au pogrom, du fantasme à la mise en place de politiques antisémites. Pourquoi une telle réussite des Juifs dans l'univers fantasmatique de beaucoup de gens? Je crois tout simplement que les Juifs sont le best-seller absolu. Ils sont le best-seller à travers la Bible, bien entendu. C'est pas tout à fait une chose qui va de soi que d'avoir été victime de 2 appropriations culturelles à grande échelle, par le christianisme puis par l'islam. Mais au-delà, il n'y a pas de culture dans le monde qui, d'une façon ou d'une autre, n'a pas absorbé une certaine image du judaïsme. Cette image du judaïsme, disons tout de suite que c'est une image qui n'est pas univoque, pas du tout. C'est une image qui implique un renversement constant du pour ou contre. Je voudrais citer à cet égard deux auteurs qui, depuis très longtemps, avaient attiré mon attention sur ce qui pourrait être les véritables origines de l'antisémitisme. D'une part, un auteur très connu, notamment pour avoir écrit une sorte de roman prophétique sur les vagues migratoires actuelles, un écrivain appelé Jean Raspail, qui avait écrit au début des années 70 ce roman appelé Le Camp des Saints. J'avais rencontré Jean Raspail au moment de la publication du Camp des Saints, ça ne me rajeunit pas, c'était il y a 50 ans, et il avait eu une phrase extraordinaire dans notre conversation. Il m'avait dit « Les Juifs, c'est le seul peuple dont la mémoire remonte à la création du monde. » C'est le seul peuple qui remonte à la création du monde. Quelques années plus tard, j'ai eu la même discussion avec quelqu'un d'autre, une personne un peu plus jeune, ayant un background assez différent. Il s'agit d'un psychanalyste et écrivain français qui s'appelle Alain Magoudi. Comme on peut le supposer à travers son nom, il a des origines musulmanes. Et il me disait, les Juifs, c'est tout simplement l'origine absolue. Il n'y a pas d'autre problème, il parlait en tant que psychanalyste, il n'y a pas d'autre problème pour les gens que leur origine. Or, si l'on pose le problème de l'origine, fatalement, on va tomber sur les Juifs. Parce que dans toutes les constructions culturelles depuis la Bible, pas seulement la Bible, tout ce qui a été élaboré à partir de la Bible, mais ces constructions culturelles sont le fait culturel peut-être le plus important, en tant que fait réfléchi et en tant que fait fantasmatique, c'est très important. Donc, les Juifs, c'est l'origine. À partir de là, il y a un double phénomène qui se produit autour des Juifs, un phénomène de divinisation et de diabolisation. Et les deux choses peuvent marcher totalement en même temps. Totalement en même temps. Je ne vais pas parler ici disons, des particularités des grandes religions qui se sont fondées sur l'héritage juif. Je vais vous parler plutôt du syndrome de John Lennon. Vous connaissez John Lennon, bien entendu. Nous sommes d'une génération qui a encore connu John Lennon. John Lennon, comme vous le savez, a été assassiné un beau matin en 1980 en bas de son immeuble à Manhattan. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui l'a assassiné avait demandé à John Lennon, plus tôt dans la même journée, il était posté devant l'immeuble de John Lennon, et plus tôt dans la journée, John Lennon était sorti une première fois de son immeuble, et le futur assassin est venu vers lui et lui a demandé un autographe, que John Lennon, bien entendu, a accordé sans problème. Lorsque la police a enquêté sur l'assassin,
on a découvert que l'appartement de l'assassin était rempli de posters à la gloire de John Lennon. Donc on est typiquement dans cette situation où, à force de diviniser quelqu'un, on va finir par le diaboliser, à force de l'encenser, on va finir par le tuer. Et c'est ce mécanisme de renversement du pour au contre, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel dans la relation que les nations ont vis-à-vis des Juifs et qui explique les retours perpétuels de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la pulsion consistant à liquider les Juifs. À cet égard, je me permets une petite remarque, quasiment une sorte d'incise, de remarque marginale, et je voudrais dire à quel point toutes les politiques, tous les discours consistant à dire l'antisémitisme, ça se combat par l'éducation. Alors il peut y avoir beaucoup, disons, de bonne volonté dans ce genre de discours. Mais ce genre de discours, tout simplement, ne comprend pas que l'éducation, comme n'importe quel autre fait culturel, ça se renverse toujours. Et nous en avons une preuve de nos jours, puisque tout ce qui a été élaboré depuis la Shoah pour combattre l'antisémitisme, c'est-à-dire l'enseignement de la Shoah, la lutte, la mise en évidence du phénomène génocidaire, la lutte contre les génocides, notamment sur le plan juridique, avec la création de tribunaux spéciaux pour lutter contre les génocides. Le culte, il n'y a pas d'autre mot, de Anne Frank, ou plutôt du livre que le père d'Anne Frank a tiré du véritable journal en édulcorant l'aspect réellement juif de ce livre. Des thèmes comme le ghetto de Varsovie, tout cela aujourd'hui est retourné contre les juifs. Donc il faut bien comprendre, ces mécanismes sont des mécanismes absolument terrifiants et ce ne sont pas des mécanismes que l'on peut dominer par une approche en quelque sorte linéaire. Il faut toujours savoir que tout ce qui sera fait dans une certaine direction est susceptible d'un renversement dans une autre direction sans que nous puissions le contrôler. L'explosion antisémite d'aujourd'hui, elle a un certain nombre de vecteurs. Je vous propose une liste, ma liste à moi. Je ne prétends pas que c'est une liste exhaustive, et il y a certainement toutes sortes d'idées complémentaires qui peuvent être formulées à cet égard. Le premier vecteur, c'est ce qu'on peut appeler les convulsions d'une révolution morte. N'avez-vous pas été frappé par le fait qu'en France, ces derniers jours, un parti d'extrême gauche d'une violence inouïe en tant que parti d'extrême gauche, c'est-à-dire c'est vraiment un parti qui récuse fondamentalement tout ce qui fait la démocratie, comme par exemple le dialogue, comme par exemple le respect des adversaires, etc. Que ce parti, vous voyez à la télévision les images des manifestations qu'il organise à travers la France, vous apercevez que le drapeau palestinien a remplacé le drapeau rouge. C'est quand même un phénomène tout à fait extraordinaire, mais il est certain donc qu'il y a une partie de l'opinion dans les pays occidentaux, et peut-être dans d'autres pays non occidentaux aussi. Il y a donc quelque chose comme une translation depuis la mythologie révolutionnaire traditionnelle vers une nouvelle mythologie qui tend à faire du juif le dominateur par excellence, le blanc par excellence, etc., etc., et qui, de toute manière, fait que vous êtes révolutionnaire, plus vous devez être antisioniste, plus vous êtes antisioniste, plus vous devez être, en définitive, antisémite. Le deuxième vecteur, à distinguer du premier, même s'il y a beaucoup de liens et de passerelles avec le précédent, c'est le... Je ne vais pas dire l'islam, parce qu'il
il y a dans l'islam des éléments, chez les musulmans français, dans l'islam au Moyen-Orient, on le voit avec les accords d'Abraham, il y a une partie de l'islam qui n'entre pas dans ce que je vais appeler maintenant l'islamisme ou le djihadisme. Comprenons bien, l'islam est porté actuellement par un certain nombre de réalités tectoniques, la première étant bien sûr que la démographie mondiale en ce moment marche en faveur de l'islam, l'effondrement civilisationnel du monde occidental qui semblait avoir gagné la guerre froide, qui semblait dominer totalement vers l'an 2000 la planète. Vous vous rappelez des discours sur la fin de l'histoire qui ont fleuri juste après la fin de la guerre froide. Donc, l'islam est en expansion généralisée et le discours conquérant islamiste actuel est un discours qui diabolise les juifs et qui fait de la lutte contre les juifs, exactement en parallèle de ce que je viens de dire sur la nouvelle révolution mondiale, qui fait donc de la lutte contre les juifs le fer de lance de son programme de conquête généralisée. Le troisième vecteur, ce sont les juifs. En effet, il y a un gros problème avec notre peuple. On a pu appeler ça, comment dire, la Selbsthasse, la haine de soi-même. On a pu appeler ça pour d'autres personnes la Sinatrinam, la haine gratuite, la guerre des Juifs. Disons que nous avons un certain talent pour nous disputer entre nous. Et ce talent amène certains d'entre nous à, notamment vis-à-vis des interlocuteurs occidentaux, et quelquefois les interlocuteurs musulmans, de recourir à une attitude qui consiste à dire plus je vais attaquer les mauvais juifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mes juifs à moi, et plus je serai acceptable, plus j'apparaîtrai comme un bon juif et plus je serai acceptable. Malheureusement, ce genre de comportement est terriblement contre-productif. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé en 1977. En 1977, vous vous rappelez, il y a pour la première fois depuis la création d'Israël une alternance politique ici. Pour la première fois, la droite arrive au pouvoir, Begin remplace les travaillistes à la tête du gouvernement. Le monde travailliste, qui était devenu quasiment propriétaire du pays, a réagi avec une sorte de colère totalement irrationnelle et totalement destructrice à ce changement politique. Et à partir de ce moment, on a vu beaucoup de gens, de porte-parole de la gauche israélienne et beaucoup de relais de la gauche israélienne dans les communautés juives commencer une campagne de dénigrement contre le gouvernement Begin, sans comprendre qu'on ne pouvait pas dénigrer le gouvernement Begin sans dénigrer Israël. Je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. C'était 1 ou 2 ans avant 1977, j'étais un jeune journaliste. On me demande, dans le journal où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière en France, Valeurs Actuelles, on me demande de faire un article sur la crise économique en Israël. Il y avait une crise économique en Israël après la guerre de Kippour, vous vous en rappelez peut-être. Et donc je fais un article. Et là-dessus, le rédacteur en chef étranger de Valeurs Actuelles me téléphone et me dit « Passez me voir ». Alors je passe le voir. Il me tend l'article que j'avais tapé à la machine, c'était avant les ordinateurs, n'est-ce pas? Et il me dit « Écoutez, je n'ai pas de doute sur
la qualité de votre travail. C'est bien écrit, je suis sûr que vous savez ce que vous connaissez votre sujet, je suis sûr que tout ce que vous dites est vrai, mais voilà, quand on vous lit, on se dit, ben finalement, Israël, c'est pas si terrible que ça. Or, me dit-il, ici, valeurs actuelles vers 1975, ici, on a décidé d'être pour Israël. Donc, vous allez reprendre votre papier, vous n'écrivez rien qui soit faux, mais débrouillez-vous pour que, lorsqu'on finit votre papier, on ait une idée positive d'Israël. Ça, c'est une leçon qu'un journaliste, qu'un rédacteur en chef non juif me donne en 1975. Et j'en ai parlé quelque temps après avec quelqu'un qui était le conseiller communication, c'était après 77, donc 2 ans plus tard, le conseiller communication de Begin, qui allait devoir partir aux États-Unis pour, en fait, s'imposer à l'opinion américaine, et notamment l'opinion juive américaine, qui a priori lui était très hostile. Et il m'a dit ceci, c'est tellement vrai cette histoire, que dans le briefing que nous avons eu avec Begin avant qu'il parte, le message essentiel qu'on lui a dit, c'est « Rappelez-vous, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Rappelez-vous ceci, soyez d'une prudence absolue dans ce que vous allez dire, parce que tout ce que vous allez dire sera noté et la moindre faille sera retournée contre vous. » Nous avons le même phénomène, à nouveau de 77 à 2023 ou 2024, il y a pratiquement 50 ans, et nous avons pratiquement le même phénomène aujourd'hui. On a absolument le droit en Israël d'avoir l'opinion qu'on veut et, par exemple, de penser qu'il vaut mieux un autre gouvernement que celui qui est actuellement au pouvoir à la suite des élections de 2022. Mais les campagnes qui ont été menées, leur virulence, les appels non seulement à la désobéissance civile, mais à la désobéissance militaire qui ont eu lieu dans les mois qui ont précédé le 7 octobre, les campagnes parlant de l'instauration d'une dictature en Israël et d'une démocratie en péril, croyez bien qu'il n'y a pas un mot qui n'a pas été retenu contre Israël. Ce n'est pas au gouvernement de Bibi que l'opinion mondiale s'en est pris à la suite de cette campagne, c'est à Israël en tant que tel. Enfin, le 4e vecteur, c'est qu'il y a actuellement une nouvelle guerre froide, une nouvelle guerre mondiale qui est en cours, dans lequel, d'une part, il y a les pays démocratiques qui se trouvent être aussi les pays du statu quo géopolitique, et en face, vous avez des États ou des empires non démocratiques qui sont révisionnistes, qui veulent remplacer l'ordre actuel dominé par les démocraties occidentales, ou ce qu'il en reste, par un nouvel ordre mondial centré sur elle-même. Il est certain que nous le savons de manière mais vraiment précise, que ces empires sont activement engagés dans les campagnes antisémites actuelles. Nous savons, vous l'avez lu dans la presse, moi je l'ai appris dans la presse, je l'ai vérifié de diverses façons, mais c'était une information publiée dans la presse, un certain nombre de campagnes d'intimidation antisémite en France après le 7 octobre, comme par exemple les campagnes de pochage d'étoiles de David, ont été retracées directement aux services secrets russes et chinois. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il est important de comprendre comment fonctionne l'antisémitisme. Il est important de comprendre que derrière l'antisémitisme et les antisémites, il y a des pouvoirs antisémites, il y a des projets qui utilisent l'antisémitisme, et il faut comprendre qu'il faut
mener une guerre absolument impitoyable contre quiconque aujourd'hui pactise avec ce nouveau phénomène. Je veux dire par là que lorsque nous regardons par exemple ce qui se passe dans la vie politique des pays occidentaux, dans la vie politique de la France, des pays européens, des États-Unis, je crois qu'on doit avoir une ligne de conduite extrêmement simple, c'est que toute personne, tout parti, tout groupe qui a accepté d'une façon ou d'une autre le narratif antisémite, nous devons les regarder comme des ennemis et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les anéantir. Les anéantir politiquement, les anéantir intellectuellement. C'est un combat, c'est le combat même contre Amalek. Je terminerai en citant un psaume, le psaume 83. J'ai découvert ce psaume et son lien avec la situation actuelle en lisant, peu de temps après le 7 octobre, un journal haredi bien connu, Mishpacha. Et effectivement, vous lisez ce psaume, c'est assez frappant. On a l'impression que c'est la description hyper réaliste de notre situation actuelle. On dit, voilà, les ennemis, les ennemis du peuple juif sont réunis, ils ourdissent des plans en secret, ils ont dit, allons, rassemblons-nous pour nous emparer de leurs terres et pour détruire leur existence en tant que nation et pour que le nom d'Israël soit totalement oublié. Et il y a quelque chose d'autre, c'est que dans ce même psaume, il y a une longue liste de tous les pays qui se fédèrent contre Israël. Et dans cette longue liste, il y a Amalek et immédiatement après Péléchet, c'est-à-dire en gros Amalek et les Philistins, si vous voulez. Je trouve ça extraordinaire parce que effectivement, le projet palestinien, c'est le projet d'Amalek. Merci. Thank you.